Je me présente, je m'appelle Laure, j'ai 46 ans et je suis maman de 3 enfants, donc des jumeaux de 17 ans et une petite de 12 ans. Donc avant la vaccination, ben, j'étais une maman active. Je travaillais, voilà, j'avais des côtés professionnels, des voilà, ça y est, je perds mes mots, des projets. Je passais des concours, parce que je suis dans la fonction publique territoriale. Et donc, voilà, mes enfants grandissaient et pour moi, il était temps de penser à moi et puis d'évoluer dans ma vie professionnelle. Donc voilà, j'étais très, très motivée. Le Covid est arrivé. Voilà, donc moi, j'ai continué à travailler en télétravail. Et puis arrive la vaccination. Donc moi, j'étais très réticente là-dessus, parce qu'il n'y avait pas assez de recul. Un vaccin qui se fait en 6 mois, voilà, j'étais très sceptique. Déjà, j'étais assez sceptique à l'époque avec le gouvernement qui parlait, un coup, faut mettre le masque, un coup, faut retirer le masque. Bon, c'était assez... puis c'était rébarbatif, hein, c'était très anxiogène. Donc voilà, j'avais déjà cette vision. Et puis, dans ma collectivité, ils ont mis en place un vaccinodrome. Et donc, pour moi, ce n'était pas une obligation, mais psychologiquement, on nous incitait ardemment et sur du long terme à nous faire vacciner. En gros, il fallait montrer l'exemple auprès de la population. Donc, notre DG venait tous les jours dans notre bureau en nous demandant toi, t'es vacciné? Toi, t'es pas vacciné? Allez, va te faire vacciner. Tu poses ton stylo et vas-y, va dans le vaccinodrome. Donc voilà, moi, j'ai été une des dernières à être vaccinée de mon service. Donc, première injection, c'était en mai 2021. J'espère que je me trompe pas au niveau des années parce que pas de problème. Seconde injection en juillet 2021. Et arrivé en septembre, très grosse fatigue. Je faisais aussi beaucoup de sport. J'allais à la salle de sport, je faisais du renforcement musculaire, je faisais de la musculation. J'y allais 2 à 3 fois par semaine. J'y allais pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc voilà, j'avais quand même une activité physique, pas de soucis de santé, rien du tout. Donc là, la fatigue qui commence à arriver. Ensuite, douleur cervicale au bras. Je me dis que je force trop. Donc je commence un peu à ralentir au niveau du sport. Ça continue, ça s'aggrave petit à petit. C'est articulaire, hein. C'est musculaire, articulaire. Enfin, c'est vraiment un mélange de tout. Brouillard cérébral, mais énormément de fatigue, des acouphènes. Mais pour moi, c'était dû au sport. Et donc, arrivé au mois de décembre, je vais voir mon médecin, qui là commence à me donner des examens à passer. Donc là, l'errance médicale commence en décembre 2021. Mon état s'aggrave. Je dois passer une scintigraphie des os dans un hôpital parce que on me soupçonne une sclérose en plaques. Le souci, c'est qu'à cette période, pour pouvoir passer des examens à l'hôpital, il faut avoir un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire les 3 vaccins. J'en avais que 2 à cette époque-là. Avec mon compagnon, il appelle l'hôpital et il lui demande, voilà, il lui dit, bon voilà, on soupçonne que ce soit le vaccin. Elle peut pas passer son examen sans passer par la case picouse. Et enfin, ils étaient assez intransigeants et donc c'était pas possible. On savait pas quoi faire. On était vraiment paumés. J'ai fait cette 3e injection.
Et 3 semaines après, je ne pouvais plus marcher. Les douleurs allaient de mes cervicales jusqu'aux jambes, H24. Jour et nuit, je ne pouvais pas dormir. J'essayais toutes sortes de médicaments, ça ne faisait rien du tout. Les corticoïdes, rien du tout. Ça s'est estompé au fur et à mesure. Mais par contre, les douleurs étaient toujours présentes. Puis voilà, d'autres symptômes se greffaient au fur et à mesure. Il a fallu... Donc si j'ai vu un rhumato qui m'a diagnostiqué vite fait, peut-être une fibromyalgie, voilà, au revoir, je peux rien faire pour vous, allez voir le centre antidouleur. Le centre antidouleur, on a tout essayé, il n'y avait rien à faire. Par contre, de plus en plus de médecins soupçonnaient la vaccination, mais n'osaient pas le dire. Et puis, donc j'ai travaillé malgré tout ça, pendant 2 ans, dans cet état-là, avec des états où j'étais en train de pleurer de douleur tellement que j'en pouvais plus. Et au bout de 2 ans, j'ai dû m'arrêter, parce que là, c'était plus possible. Des exemples de symptômes, j'ai dû j'en avoir au moins une trentaine. Mais en gros, c'est vraiment les mêmes symptômes que les malades de la sclérose en plaques. Alors attention, hein, c'est pas le même diagnostic, mais on a exactement les mêmes symptômes et qui ne s'arrêtent jamais. Et donc, au bout de 18 mois d'errance médicale, je vais voir un médecin interniste et qui là me diagnostique une encéphalomyélite myalgique. Donc c'est une maladie neurologique qui est multisystémique. Elle touche tout, le côté cognitif, la motricité, tout. Et en plus de ça, un syndrome d'activation mastocytaire. En fait, c'est un dérèglement du système immunitaire. Donc c'est une forme d'allergie. Donc je peux être allergique, c'est pas une allergie, c'est vraiment une intolérance. Ça peut être un aliment. Je peux manger un aliment et là, je vais faire de la tachycardie, des malaises. Ça peut être une odeur, ça peut être la chaleur, le soleil. C'est un médicament aussi. Donc du coup, c'est vraiment c'est la surprise. Je sais qu'il y a 2 jours encore, j'ai eu voilà, une des surprises. Moi je suis un vrai Kinder surprise. Moi, c'est tous les jours, c'est la surprise. Bon, je préfère en rigoler. À un moment donné, faut en rigoler un petit peu parce que sinon, ça devient très compliqué à gérer tout ça. Et donc, entre-temps, je décide d'aller voir aussi un ORL pour mes acouphènes, hein, parce que j'avais une acouphène, c'est en permanence, c'est un bruit très strident, aigu, qui ne s'arrête jamais. Et selon mon état de santé, augmente ou diminue. Et donc là, je vais à mon ORL, et là, elle me dit, mais madame, vous avez une perte d'audition brutale. C'est pour ça que vous avez l'acouphène. Et là, je suis dévastée. C'est à partir de là où là, j'ai dit qu'il y a vraiment un souci. Elle m'a dit, ça peut être en lien effectivement avec le vaccin. Donc là, j'ai un sentiment de colère, je sais pas, il y a tout qui se mélange. Plus le diagnostic de l'encéphalomyélite myalgique. Donc en plus, pour confirmer l'encéphalomyélite myalgique, mon médecin veut que je passe un TEP-IRM à l'hôpital Henri Mondor, donc chose que je fais. Donc je vais passer le TEP-IRM. Donc c'est assez stressant aussi parce que là on vous injecte quand même un produit radioactif de glucose. Vous devez rester pendant 1 heure dans le noir sans rien faire. Et ensuite là on vous passe pendant 40 minutes dans la machine IRM. Et puis là, quand un professeur vous appelle et vous met dans une petite pièce et vous explique que, effectivement, on vous confirme l'encéphalomyélite myalgique, vous avez un hypométabolisme
dans certaines régions de votre cerveau. Là, je me mets à pleurer. J'essaie de lui poser des questions. En fait, il y a plein de choses qui se perdent parce qu'en fait, j'oublie ce qu'il me dit. Je sais plus ce qu'il me dit. C'est complètement, c'est lunaire ce qui se passe parce que là, en fait, là, il y a vraiment un diagnostic parce que tous les examens que j'avais faits, on voyait rien du tout. Et là, il y a vraiment quelque chose. Et en fait, l'hypométabolisme, pour faire court, c'est que notre corps a besoin de glucose. Et moi, quand on m'a injecté le glucose, il ne se fixe pas dans les neurones. Et donc, il y a certaines parties du cerveau, ça va être la mémoire, la motricité, ça va être les émotions aussi. En fait, tout est touché. Les émotions, motricité, la mémoire qui est très dure parce que mon état s'aggrave en ce moment côté cognitif. C'est des pertes de mémoire immédiates. Ce qui est très compliqué, c'est que j'ai mes enfants qui n'arrêtent pas de me répéter, mais mes enfants n'arrêtent pas de me répéter que en fait, je passe ma vie à répéter les choses parce qu'en fait, je m'en souviens pas. Je ne me rappelle plus si des choses toutes simples, si lorsque je me douche, si je me suis lavée, brosser les dents, et alors que ça c'est 3 secondes après, je sais plus. Mémoire aussi longue, c'est-à-dire que je peux regarder un film et puis 3 semaines après, je m'en souviens plus. Alors je me dis ça c'est le seul avantage. Je me dis voilà, j'ai de quoi faire. Mais c'est vraiment très dur, ce côté cognitif, parce que je suis vraiment dépendante de mon compagnon. C'est lui qui gère tout le côté administratif. Il faut savoir qu'à la base, je suis gestionnaire des finances. Donc là-dedans, ça cogite en permanence. Et là, je ne sais même plus... faire un mail. Je cherche mes mots. Mon vocabulaire est réduit. J'ai l'impression que voilà, mon côté intellectuel a énormément diminué. Et en fait, tout ça, c'est l'hypométabolisme et tout est lié à ça. Et plus là, on m'a découvert un autre syndrome, le syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc c'est un problème au niveau des tissus conjonctifs. Donc notre corps est composé de 80% de tissus conjonctifs au niveau de l'élastique du corps. Et en fait, moi, voilà, j'ai mes articulations qui se déboîtent. Alors c'est pas du déboîtement où on voit mon os qui dépasse. Hein, c'est vraiment voilà, on sent les os craquer. C'est une hyperlaxicité. Voilà, très compliqué. Et donc voilà, donc ça fait 4 ans que ça dure. Entre-temps, j'ai été reconnue par la MDPH, donc entre 50 et 79%. J'ai la carte prioritaire à vie et aussi la carte de stationnement à vie aussi. Donc là aussi, c'est un coup dur. La plupart du temps, c'est limité, on doit faire le renouvellement, mais là, lorsque vous voyez ça et que vous avez 43 ans, c'est très compliqué. Et donc, j'ai remonté tous mes symptômes à la pharmacovigilance. Et en juillet 2023, j'ai reçu ce fameux courrier où, effectivement, la totalité de mes symptômes, en fait, le vaccin a bien joué un rôle là-dessus. Donc là, c'était une première petite victoire. Ce ne sont que des petites victoires. Il y a des coups durs aussi, mais il faut essayer de remonter tout ça. Et c'est là où j'ai décidé je voulais vraiment expliquer ce qui nous arrivait parce que malheureusement, le gouvernement minimise énormément
nos problèmes, nous cachent. Et il y a que sur les réseaux sociaux que l'on peut effectivement essayer de s'exprimer, même si il y a énormément de méchanceté aussi, de retours. Mais bon, dans la globalité, il y a beaucoup plus de bienveillance que des haters qui nous lynchent. Mais c'est très dur parce que c'est vraiment pour nous la triple peine, hein. C'est la maladie, c'est essayer de prouver, de montrer que c'est bien le vaccin avec des documents, avec un document officiel. Et c'est essayer, ouais, c'est beaucoup de choses en même temps, quoi. Puis il faut savoir, c'est que l'encéphalomyélite myalgique, c'est incurable. Il n'y a pas de médicament. J'ai de la chance, là, je peux marcher avec une canne. J'ai un fauteuil roulant pour des trajets un petit peu plus longs. Je suis sous oxygène. Et en fait, il y a pire, c'est-à-dire que mon état peut se dégrader. Je peux être en état très sévère, et là, l'état très sévère, c'est alitement H24, ne plus pouvoir regarder la lumière parce qu'on a une hypersensibilité aussi à ça, ne plus entendre aussi parce que les bruits nous rongent le corps. Et il y a des personnes qui sont comme ça H24. Moi, c'est le cas de temps en temps quand je fais des grosses crises. Mais j'ai cette chance-là. Mais on a une épée Damoclès. J'ai une épée Damoclès sur la tête. Demain ou après-demain, je peux être dans un état comme ça. Vous nous avez parlé du parcours du combattant avec les différents tests, les différents médecins que vous avez vus. Comment le corps médical a été avec vous? Alors, les médecins, le corps médical en général, a été dans la globalité avec moi. J'ai eu cette chance de ne pas avoir cette forme de violence que certaines personnes dont j'ai pu entendre ont pu avoir. J'ai juste un médecin qui, un jour, parce que c'était dans les débuts où je lui ai juste posé la question, je pensais pas que c'est peut-être le vaccin qui aurait pu faire ça. J'étais en pleine forme avant, et là, vous voyez mon état. Je me suis fait engueuler, parce que elle me disait que elle était sur le front, dans les hôpitaux où il y avait vraiment le plan Covid, enfin avec les personnes qui étaient dans un état. Et je m'en suis pris vraiment plein la tête là-dessus. Et en fait, j'ai réussi à trouver. Enfin, au départ, j'en parlais pas. Et puis, je pense que depuis que j'ai eu ce courrier de la pharmacovigilance, lorsque j'allais voir un médecin, donc voilà, je leur disais mes symptômes. Et c'est eux qui me posaient la question. Mais vous avez ça depuis combien de temps? Et bon, en fait, ils me tendaient la perche. Donc, j'en profitais pour leur dire, ben voilà, c'est depuis la vaccination. Et j'ai un courrier qui montre que c'est bien ça. Et en fin de compte, ils disaient rien. J'ai une petite anecdote avec mon ORL où j'ai été vraiment choquée parce que c'est elle quand elle m'a découvert ma perte d'audition soudaine, qui a évoqué aussi le vaccin. Mais à un moment donné, vu que c'était un centre médicalisé, elle parlait tout doucement. Et à un moment donné, elle nous disait de parler tout doucement parce qu'elle avait peur que ses confrères à côté ne puissent l'entendre et puis être dénoncée. Ouais, elle me disait qu'elle voulait pas se faire vacciner, mais la sécurité sociale l'appelait tous les jours pour l'inciter, ou sinon elle allait avoir des soucis. Et je crois quelques mois après, lorsque je l'ai vue, elle a arrêté de
de travailler. Alors, je sais pas si elle est partie en retraite ou pas, mais ça a été très soudainement, quoi. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui m'ont un petit peu marquée. Vous avez parlé de votre conjoint qui a repris le travail administratif pour vous aider. Justement, au niveau de votre entourage, comment votre entourage a réagi à votre diagnostic, avant qu'il soit validé par... Ouais. Euh, alors mon entourage, au niveau de mes symptômes et de mes questions, mes positions sur mon interrogation de la vaccination, euh, mon compagnon, lui, tout de suite, il a été vraiment auprès de moi depuis le début. De toute façon, c'est lui qui a commencé à se poser des questions, moi aussi, hein. Et, euh, et c'est grâce à lui où j'en suis là, parce que il m'épaule tout le temps. C'est lui qui est toujours le premier à chercher des solutions, à trouver des traitements, à essayer de. Enfin, c'est là qu'on voit l'amour que portait son conjoint. Ma famille, après, ça a été autre chose. Ça a été très dur. Là, ça va mieux. Mais en fait, ils comprennent pas. Ils comprenaient pas. Donc ça a été tabou pendant un certain temps. Donc en fait, on se voyait. Je souffrais intérieurement, physiquement, mais je souffrais aussi psychologiquement parce que ma famille ne voulait pas ouvrir les yeux. On n'en parlait pas, mais je pense qu'ils devaient me traiter de complotiste, hein, je pense. Et c'était assez anxiogène aussi. C'est vrai que pendant un moment, euh, on s'est un petit peu perdu. Et là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Je pense qu'il a fallu vraiment, c'est au niveau du TEP et IRM, quand il y a eu vraiment l'hypométabolisme et le courrier. Et encore, c'était compliqué parce que bon, ben pour eux, c'était il fallait que je marche pour aller un peu mieux. Non, mais si tu restes tout le temps alité, tu ne vas pas aller mieux. Mais quand je leur disais, je fais 3 mètres comme là, je ne peux pas rester longtemps assise, je ne peux pas rester longtemps debout, je peux pas marcher trop longtemps. J'ai l'impression d'avoir une plaque en métal dans tout le corps, et je suis raide. Là, je le sens actuellement. Et les problèmes respiratoires, les acouphènes, les vertiges, ça, ils se rendent pas compte. Et pourtant, vous me voyez, on a l'impression que je vais bien. Et on appelle ça une maladie invisible. Et on est, je crois, très très nombreux, 80% d'handicaps sont des maladies invisibles. Et donc voilà, là ça commence, ça va mieux. C'est peut-être pour ça que je suis un petit peu plus sereine psychologiquement. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis la vaccination? Alors depuis la vaccination, ma vie a complètement changé. Elle a complètement basculé parce que j'étais quelqu'un qui était très active, qui avait toujours la pêche, qui rigolait tout le temps. Je passais des soirées avec mes amis, j'allais même en boîte. Enfin voilà, je croquais la vie à pleines dents. Et je me retrouve alitée en permanence. Je n'ai plus de vie sociable, je ne travaille plus. Je suis en congé longue maladie. Euh, Côté, enfin, toutes les activités, je sais que quand je dois faire une activité, je dois me reposer énormément. Donc, je dois rester alitée le plus possible, pouvoir faire mon activité.
Et ensuite, je sais que je vais m'effondrer après et je vais devoir rester alitée pendant 2-3 jours. Et encore, je trouve que là, ça va mieux parce qu'avant, je restais alitée plusieurs mois. Euh, Quand je dis des activités, ça va être, je sais que quand il y a les vacances scolaires, c'est sport pour moi maintenant. C'est un travail, hein, c'est une préparation physique. Hein, avant, on essaye de se préparer physiquement comme les sportifs, hein, en disant bon bah attention ma belle là, tu vas devoir faire certaines choses avec tes enfants parce que voilà, je peux pas rester, je ne peux plus. J'ai été comme ça pendant 2 ans et je me dis c'est plus possible. Et les activités, ça va être par exemple, la semaine dernière, c'était aller au cinéma. Donc je vais au cinéma. Pour vous, c'est quelque chose de normal, quoi. On s'assoit. Qu'est-ce que ça va nous embêter? Elle s'assoit, c'est tout. Et non, moi, je dois me reposer, m'allonger, cognitivement aussi, physiquement. Je dois prendre la voiture. Rouler, ça me demande beaucoup d'énergie. Et donc, ça me fatigue déjà. Aller au cinéma, il faut savoir, c'est que j'ai le syndrome des jambes sans repos. Donc, au bout d'un certain temps, j'ai mes jambes, j'ai de l'impatience au niveau de mes jambes. Donc, je ne peux plus rester en place. J'ai des douleurs horribles. Et il faut savoir que, à chaque fin de séance au cinéma, j'ai énormément besoin de ma canne. Et je mets un temps fou pour me relever. C'est très compliqué et je souffre. Mes jambes ne répondent pas. Je sais pas comment vous expliquer ça, je suis quand même debout. Mais en fait, mes jambes ne veulent plus avancer. Donc en fait, je traîne des pieds. Ça dure quelques minutes. Et puis là, ça commence, voilà, le mécanisme commence à reprendre son effet. Donc ça fait partie aussi des troubles neurologiques fonctionnels dont je suis, où ça m'invalide énormément. Donc voilà, ça c'est mon quotidien. Ça peut être aussi à la maison, hein, étendre le linge. Faut que je sois prête. Je sais que j'ai besoin après de me reposer. J'ai eu une période où ça a été juste prendre ma douche. Prendre une douche, ça me demandait énormément d'énergie. Je faisais de la tachycardie aussi et une forme de malaise, comme une malaise d'hypoglycémie, et besoin de se reposer. Voilà, ça c'est maintenant mon quotidien, c'est mon canapé, c'est ma canne, c'est mon oxygène que j'ai à la maison, c'est mon fauteuil roulant. Qu'est-ce qui vous manque le plus d'avant? Qu'est-ce qui me manque le plus d'avant? Alors c'est marrant parce que je l'évoque régulièrement sur mon compte Insta. Et en fait, j'ai énormément de nostalgie. Parce qu'à chaque fois que je le dis, ma vie d'avant me manque. En fait, je crois que c'est un tout. C'est mon corps me manque, mes activités me manquent, mon travail. Mais en fait, ouais, c'est d'être normal. C'est vrai, c'est une question qui peut être qui est intéressante, mais ça me rend même là assez nostalgique, parce qu'en fait tout me manque. Et qu'est-ce que l'association vous a apporté? Alors j'ai eu de la chance de connaître Mathieu avant de créer son association, grâce à Verity France, et on avait à peu près les mêmes symptômes, et donc c'est comme ça qu'on a commencé à échanger, hein, et il a eu l'idée de créer ensuite son association avec Mélanie.
Et donc j'ai connu vraiment les tout débuts de cette association. Voilà, les 2 premières personnes que j'ai connues de cette association étaient, Mathieu et Mélanie. Et cette association, elle apporte, énormément de choses, énormément de soutien. Parce que les gens se sentaient seuls, se sentaient isolés et parfois étaient incompris par la famille ou par le personnel soignant. Et en fait, ils ont trouvé des personnes qui avaient la même chose qu'eux et qui commençaient vraiment, bah voilà, c'était comme un puzzle à ben, moins de questions et beaucoup d'entraide aussi au niveau du diagnostic. Parce qu'en fait, à un moment donné, bon, bah, à force d'être en errance médicale et puis d'aller voir beaucoup de personnes et de voir des bonnes personnes, ça a permis à, à beaucoup de victimes à pouvoir voir ces médecins qui puissent être, enfin voilà, pour être compris, avoir un diagnostic et un traitement adapté aussi, du moins même si c'est pas un traitement qui peut guérir, mais avoir un traitement qui peut soulager. Mais l'association à victimes, elle apporte énormément de soutien, elle apporte du réconfort, elle apporte un soutien psychologique entre malades. Je crois que c'est très très important. Je pense qu'on passe sur plein de phases différentes. On a la phase où il y a vraiment de l'euphorie parce qu'on est vraiment content de trouver des personnes qui ont le même diagnostic que nous, donc on pose plein de questions, on est à fond dedans et tout. Après, il y a la phase où là, ça commence à devenir anxiogène. Donc je vois, il y a beaucoup de personnes aussi qui prennent un peu de recul parce que, ben voilà, à la base, on avait une vie normale. Et, et je pense que ça a aidé beaucoup de personnes qui étaient vraiment dans un état assez grave, parce qu'il y a des personnes qui pensaient au suicide, des personnes aussi qui parlaient de se faire euthanasier, parce que la douleur, la souffrance physique et la souffrance psychologique, et je pense aussi la plupart de ces personnes-là se sentaient seules. Donc je pense que effectivement, quand il n'y a pas de soutien, on peut penser à d'éventuelles alternatives comme arrêter toute cette souffrance. Et ces personnes-là, ben, le fait d'avoir connu l'association à victimes ou même d'autres associations, hein, il y a pas que, il y a beaucoup de collectifs et d'autres associations qui leur ont permis de trouver des mots à leurs mots. Et mais ça, voilà, je sais que moi, à travers mon compte Instagram, j'ai énormément de personnes qui me posent des questions aussi. Mais même moi, hein, on se découvre, j'apprends tous les jours, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi en me posant vraiment des questions, où ils ont besoin juste d'une écoute. Donc, voilà, je trouve que c'est la parole, pouvoir parler, c'est très important. Mais je te sens dubitatif. Ah non, c'est intéressant, j'en ai deux. Je vais vous demander déjà, qu'est-ce que la Laure d'aujourd'hui dirait à la Laure d'avant la vaccination? Ah ouais. Qu'est-ce que la Laure d'avant dirait, la Laure de maintenant dirait à la Laure d'avant, te fais pas vacciner. Surtout n'y va pas. Surtout. Ouais. Bah, c'est exactement,
C'est tout ce qui me vient à l'esprit, hein. C'est te fais pas avoir, quoi. Te fais pas avoir. Et je le regrette. Et c'est dur parce qu'on s'en veut. Et quand on l'évoque ça sur les réseaux sociaux, bah voilà, bon, bah on tombe sur des personnes bah, qui nous blessent encore plus et qui nous disent bah tu vois, on te l'avait dit, il fallait pas le faire. Enfin, on se fait insulter, on se fait. Moi, je me suis fait insulter, menacer en disant mais tu vois, tu fais partie de ces pauvres moutons. Mais non, enfin, faut connaître aussi le contexte de chaque personne. C'est clair que j'étais pas la première, toute joyeuse devant mon vaccinodrome en disant chouette, je vais me faire vacciner, quoi. Ah non, non, non. Moi, je me souviens, on était mais parqués dans un grand centre, enfin, et on se regardait tous entre nous, mais j'ai l'impression qu'on partait à l'abattoir, quoi. C'était vraiment ce sentiment, quoi, et savoir qu'est-ce qui va. Je pensais pas que ça irait si loin que ça. Je pense que personne peut se dire que cette injection pouvait tuer, non. Que- ah oui. C'est vrai qu'il va y avoir. C'est en train de déménager un peu. Et il déménage. Ah ouais. Oui. Voilà, il marche. Ouais. Pas de leur faute là. Ah, on a un petit plafond. Pourtant, je les entends pas, les super durs là. Comme par hasard, tiens. Ah, on n'entend pas des bons bruits. Ok, moi je vais te laisser dire ta deuxième chose. Non, je me dis que tu peux en non, mais c'est normal. Qu'est-ce que cette expérience, justement, votre expérience avec le vaccin, et même l'expérience de la population générale, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous et sur l'être humain en général? Alors, qu'est-ce que cette... C'est un peu compliqué, là. Faut que je répète. Ah, c'est une question piège, ça. J'arrive pas à répondre. J'arriverai pas à répondre. On peut la squeezer si vous voulez. Okay. Ah, ça permet, là... vous avez 4 heures. Certaines réflexions, là. Ah, voilà, j'arriverai pas à répondre. Prenez votre temps. Bon, on passe à la suivante. J'en ai une autre en stock. Est-ce que vous auriez un message à véhiculer aux décideurs, aux autorités de santé, toutes les personnes qui ont de près ou de loin eu un impact sur le fait de vacciner la population? Est-ce que vous avez éventuellement un message à leur adresser aujourd'hui? Et si oui, quel serait-il? Alors, si j'avais un message à passer à la population, au gouvernement, à toutes ces institutions, déjà, nous écouter. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait mettre en place ça y est, trop de mémoire qui arrive, une mise en place, je perds mes mots. Ça y est, là, on sent que la fatigue arrive. Mince, je me rappelle plus du mot. Enfin, ça, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises en plus. Mince. Une veille peut-être. Non. Ah non, moi c'est plus fort. Hein. Ah oui, une commission. Voilà, c'est une commission au Parlement européen ou mettre en place une commission à l'Assemblée nationale. On a déjà été entendu à l'Assemblée nationale. On a déjà été entendu au Parlement européen.
mais en tant qu'invité, mais pas en tant que témoin. Et je pense que maintenant, on a beaucoup plus de recul. Il y a des revues scientifiques sur le rôle qu'a joué cette vaccination, cette pseudo-vaccination. Et je pense que de toute façon, le gouvernement est au courant de ce qui se passe. Ils ont eu les contrats Pfizer, ils les ont lus. Et je pense qu'à un moment donné, il faut passer à l'étape au-dessus et nous faire témoigner, voilà. Pour montrer un petit peu ce que l'on vit chaque jour. J'ai de la chance, moi je suis toujours en vie. Il y a des personnes malheureusement qui ne sont plus là. Il y a des personnes qui vont bientôt partir. Je pense à Mélanie, qui a la maladie de Charcot. Et c'est très dur de la voir partir à petit feu comme ça. Et en fait, je suis en colère parce que on veut pas entendre notre voix. Et en fait, on est comme des déchets. Et on passe à autre chose. Ça y est, le Covid est passé, on passe à autre chose. Quand je vois ce qu'ils veulent mettre en place au niveau de l'obligation vaccinale, de la grippe, du Covid, enfin, à un moment donné, va y avoir cette obligation. C'est leur but. On a vu ce qui s'est passé pendant le Covid. Et malheureusement, je pense que ça va mal se terminer aussi. Eh bien, dernière question, qui n'est pas vraiment une question. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié de dire et que tu voudrais, une question qu'on aurait oublié de te poser et que tu voudrais qu'on te pose? Une question ouais, facile et compliquée, effectivement, tu as raison. Est-ce que je vais guérir un jour? Est-ce que je vais guérir un jour? C'est une très bonne question. C'est une question que j'ai posée à tous les médecins qui me suivent. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas guérir. Au jour d'aujourd'hui, je peux avoir une légère amélioration. Je peux avoir une aggravation. Je peux développer d'autres maladies. J'ai testé plein de traitements. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour ces traitements. Mais elle est compliquée. Elle est dure aussi, je pense. Je crois que c'est ça. C'est que c'est une question très dure. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? En fait, ce que je me dis, c'est que j'ai de la chance dans mon malheur. C'est qu'il y a pire. J'essaie toujours de relativiser parce que je vois beaucoup de personnes dans la détresse, des personnes qui sont dans un état, mais c'est indescriptible. Et c'est pour ça que j'ai de la chance. Donc, je vis au jour le jour. Je profite de la vie quand même. Je vois les choses différemment. Pour moi, quand j'ai des amis qui viennent à la maison, il n'y en a pas, c'est pas souvent, mais pour moi, c'est le 31 décembre, quoi, à chaque fois. J'ai l'impression que je vais faire la fête. Je sais que je vais le payer après. Mais voilà, je profite des instants, je vois les choses différemment. C'est comme si on mettait une paire de lunettes et que je voyais les couleurs différemment. Comme si on mettait un appareillage, j'entends les choses, je perçois les choses différemment.
Je pense qu'on a une vision de la vie autrement. Et, euh, et je sais une chose, c'est que je relativise énormément maintenant. Je me prends plus la tête. Et je suis moins speed. J'étais quelqu'un qui était très, très active et tout le temps aller à droite, à gauche. Fallait tout le temps se dépêcher. Et là, je me rends compte, enfin, je peux pas. Physiquement, je peux plus me dépêcher. Mais en fin de compte, ça sert à rien. Donc, je prends mon temps. Et quand je prends mon temps, euh, je vois les paysages autrement. Je les regarde autrement. Un arbre, je vais le voir autrement. Une personne, je vais la voir autrement. Et je me prends plus la tête avec les gens. Voilà, je pense que c'est peut-être la chose positive dans ma maladie. C'est ce que j'essaye de me dire, en tout cas. Et puis, je me dis que, voilà, si je dois continuer à vivre comme ça, faut que je m'adapte. C'est très long, ça fait 4 ans. Et ça fait que quelques semaines où je me rends compte qu'il va falloir, que je m'adapte à mon handicap. Et non plus que j'essaie de trouver une solution pour me guérir. Merci Laure. Merci beaucoup, là. Merci. Pour ton témoignage.